On connaît jusque-là les vecteurs aériens, viennent à présent les vecteurs médiatiques. Les 3 États du Liptako Gourmand annoncent la création d'une plateforme digitale pour contrer, disent-ils, les campagnes de dénigrement orchestrées contre eux dans les médias impérialistes. En quoi ce projet est-il crucial pour le développement de l'AES? Comment procéder pour ne pas tomber dans les travers des médias publics africains? Nous avons 90 minutes pour en parler dans le forum du jour. Nos invités, j'ai le plaisir d'accueillir pour une deuxième fois Watou de Hunibo. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Gilles. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes activiste politique, écrivain, essayiste. En votre compagnie, le grand retour de son Excellence Soggoyou Kegewi. Bonjour, Excellence. Bonjour Gilles, attends, grand retour. Moi j'étais juste allé au village. On va quand même pas oublier nos villages quand on est assis à Lomé. Donc moi je suis allé au village. Je m'excuse pour tout ce Vous avez dit juste, mais vous avez soulevé beaucoup de poussière par votre absence. Oui, c'est pourquoi j'ai dit je m'excuse devant les téléspectateurs qui m'attendaient et qui ne m'ont pas vu. Sinon, j'étais allé au village. Bon retour en tout cas. Pour ceux qui ne le savent pas, mon village, c'est Chichao. C'est dans la Kosa, Kara. À 9 km de Kara. Au nord Togo. Vous êtes journaliste ancien, ambassadeur. L'Alliance des États du Sahel, AES, se prépare à acquérir une nouvelle arme redoutable, une arme médiatique. C'est le thème du jour. Dites-nous ce que vous en pensez, si ce média est crucial pour l'avenir du pays. Est-ce que c'est utile? Quelles sont les conditions de réussite du déploiement d'un tel arsenal médiatique? Dans la seconde partie, je me ferai le plaisir de relayer votre contribution au plus 228 96 08 43 43, c'est le numéro pour nous écrire si vous nous suivez ce dimanche en direct à midi. Si c'est en différé sur notre chaîne YouTube, si vous aimez cette émission, c'est le moment de la protéger par un geste simple, votre pouce, likez-la et abonnez-vous à cette chaîne New World TV pour recevoir nos programmes si ce n'est pas encore fait, en activant la cloche de notification pour recevoir des alertes quand nous avons de nouvelles vidéos. Et partager New World Forum, cette émission, pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui crée de nouveaux organes de presse pour parler son propre langage. Alors, chers invités, nous ramenons une fois encore le débat dans le Liptako Gourmand aujourd'hui, le Sahel, là où se développent des transformations majeures, on va le dire comme ça, à titre illustratif. Je voudrais vous ramener à quelques propos tenus par le chef d'état-major des forces armées du Nigeria qui était en visite à Niamey au Niger, Christopher Moussa. Il a fait une déclaration, il dit ceci: l'espace AES est la seule zone aujourd'hui où un Africain noir peut respirer un air nouveau. C'est fort comme déclaration. Pourquoi a-t-il parlé ainsi? Watou est au niveau. Je pense que le général a fait le juste constat. Aujourd'hui, l'AES, ce n'est plus cette entité qui ne protège pas les Africains, comme l'a toujours constaté nos États africains. L'AES aujourd'hui donne franchement donne de la fierté aux Africains. Les Africains qui ont tout le temps rêvé d'avoir des États capables de conquérir tous les leviers de leur souveraineté, à la fois économique, à la fois militaire, à la fois aujourd'hui médiatique et si possible les temps venus monétaire. L'AES aujourd'hui c'est le symbole de l'unité africaine, pas ce qui était incarné par la CEDEAO ou l'Union africaine, non. Aujourd'hui l'AES nous donne la fierté d'être africain. La confédération des États de l'AES nous donne cette fierté de se dire, face au regroupement qu'on constate un peu partout dans le monde, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, qui forment, qu'on le veuille ou pas, de grands ensembles qui leur permettent quelque part de s'affirmer sur la scène internationale. Aujourd'hui, nous avons cet espace africain AES qui nous donne tous ces avantages-là. Et pas que ça. Quand aujourd'hui on vous parle de l'AES, ce n'est pas que le regroupement de quelques États, non, pas un regroupement qui voudrait que nous soyons encore une forme un regroupement d'enclos au service d'un pouvoir impérialiste étranger, non. C'est une forme de regroupement des États africains qui n'ont qu'une seule obsession,
donner redonner le pouvoir aux États africains qui l'avaient perdu à travers des procédés néocoloniaux, à travers d'abord des procédés coloniaux et beaucoup plus aussi aujourd'hui des procédés coloniaux. Donc ces États africains... Ça veut dire que pour vous, l'AES va au-delà du territoire du Sahel? Non, mais très clairement. Aujourd'hui, le Béninois, le Togolais, c'est vrai que les États proches de ces trois États ne sont pas encore intégrés dans l'AES, mais symboliquement, dans le cœur des populations, tout le monde se retrouve aujourd'hui, a dit, nous nous retrouvons dans la dynamique de ce que, en tout cas dans la dynamique de l'AES. Et donc c'est une fierté pour les gens de l'AES, mais pas que. Pour aussi le citoyen africain qui se retrouve dans les autres territoires africains, c'est une fierté et on ne prie que Dieu et nos ancêtres pour que la dynamique ne puisse pas s'interrompre de sitôt. Même si le terrorisme frappe dur, avec la dernière fois une attaque de grande ampleur, on parle de près de 300 morts à Barça-Logo, au Burkina Faso. Malgré cela, l'officier nigérien estime que c'est le seul espace où un Africain noir peut respirer. Comment vous l'expliquez, Sogoyou Kegewe? J'ai toujours dit ici que l'indépendance se paye au prix du sang. Les indépendances données sont des indépendances toxiques, menteuses, exploitatrices, infantilisantes. À Bassalogo, au Burkina, des gens sont morts. Nous nous inclinons devant leur mémoire, comme nous nous inclinons aussi devant la mémoire de ceux qui, chez nous ici au Togo, meurent pour nous protéger. Donc, vous pouvez tuer la moitié des Burkinabés, Maliens, Nigériens, ils resteront quand même une référence pour les États africains. Et le général Christopher Moussa, d'abord, revenons au début, quand j'ai appris qu'il est allé au Niger, j'ai d'abord cru que c'était une fake news. Mais je me rends compte en fait que les gens commencent à se réveiller. Christopher Moussa à Niamey, c'est une question de bon sens. Parce qu'ils ont vu ce que les Nigériens souffrent. Et malgré le mensonge de la France-Afrique, qui veut les embobiner dans leur combine de soumission abjecte, ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, ils sont victimes de violences terroristes. Et comme il a dit, à chaque fois que CEDEAO parle terrorisme, on va lutter, on va faire si les terroristes reprennent du poil de la bête. Je crois quand même que nous avons dit et redit ici le rôle qui doit être celui du Nigeria. Le Nigeria, ce n'est pas n'importe qui. 930 000 km², plus de 200 millions d'habitants. Mais quel pays d'Europe occidentale aujourd'hui peut tenir face à une telle puissance? Mais on se retrouve avec des gens qui sont assis là-bas et n'importe quel petit ministron atterri de telle ou telle capitale européenne, il vient, on lui déroule le tapis rouge, on se soumet à lui, on se courbe, on lèche ses bottes et on est prêt à aller tuer son frère au Niger pour faire plaisir à un petit blanc. Je crois que le Nigeria s'est réveillé. Mais ce qui m'a le plus surpris, Gilles, c'est pas que Christopher Moussa aille à Niamey. C'est quand j'ai lu les déclarations de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères qui était à Moscou, dans l'entrée du diable, selon certains. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nos pays ont, suffit de dire bonjour à quelqu'un de Moscou et tu es le diable. Tu es anti-ceci, anti-cela, anti-qui, anti-quoi. Mais je me rends compte que la ministre sénégalaise des Affaires étrangères sera à Moscou. Elle est reçue par son collègue Sergueï Lavrov. Elle tient un discours, mais on croyait que c'est Abdoulaye Diop qui parle. Ou bien c'est de Tambela, le premier ministre burkinabé qui parlait. Elle dit quoi? Renforcer la coopération. Et la Russie est déjà engagée à la construction d'une usine de montage de camions Kamaz. C'est une marque russe, c'est du robuste. Ce n'est pas les tôles froissées, refroissables qu'on nous fourgue ici depuis des années. Du Kamaz, c'est du solide, c'est de l'acier. Alors, ils construisent ça où? Au Sénégal. Ce que le Mali n'a pas encore eu, le Burkina n'a pas encore eu, le Niger n'a pas encore eu,
la Russie construit ça au Sénégal. Elle ajoute quoi? Qu'on va importer du blé. Mais parce que avant tout, il faut manger avant de pérorer sur les soi-disant démocraties, les soi-disant droits de l'homme, les soi-disant libertés d'expression qu'on a complètement assassiné, tué dans les pays occidentaux. Je ne veux pas encore anticiper sur l'arrestation honteuse, criminelle du patron de Telegram. Voilà comment on a tué la liberté d'expression qu'on vient nous recenser ici. Et les Africains, nous sommes tellement naïfs que nous ne comprenons pas que la liberté d'expression n'est utile que si elle sert la cause de celui qui la professe. Donc, Christopher Moussa à Niamey, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal à Moscou, c'est-à-dire que chez Satan, puisqu'il est vu ainsi, le pauvre Poutine, aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde, l'homme le plus honnête du monde, le seul, quand il dit je te fais ceci comme aide, il le fait. Il y a des aides que dans certains pays nous attendons, des promesses nous attendons depuis 60 ans, on ne les a pas vues. Lui, quand il dit j'amène du blé au Burkina, en Centrafrique et ailleurs, il amène. Quand il dit j'amène les engrais, il amène. Si ça se passait comme ça avec nos partenaires d'hier, nos pays ne seraient pas tombés dans la misère à tel point que on convertit nos enfants, nos jeunes à l'homosexualité avant qu'ils ne trouvent à manger. Donc on voit que cette misère qui nous est imposée a été faite à dessein. Alors, j'oublie aussi un élément. Il y a un autre discours, je crois que tu ne l'as pas écouté. C'est celui de notre propre ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, à Salvador de Bahia. C'est où Salvador de Bahia? Mais c'est le cœur des Noirs, des Africains au Brésil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais la même chose que Diop dit, la même chose que Kokola Maïga dit, la même chose que Tembela dit, la même chose que tous ceux qui ont vomi le colonialisme disent. N'en déplaise à tous les petits oiseaux larbins payés pour trahir leur pays, pour organiser des troubles, on va faire ci, on va faire ça. La vérité va triompher et nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui, le Nigeria, le pays le plus puissant d'Afrique, a emboîté le pas au bon sens. Parce que quand tu vas à Niamey, mais tu es dans l'antichambre de Moscou, il faut le dire, il faut appeler les choses par leur nom. La Russie a dit, Niamey, Ouaga, Bamako, eh ben, c'est mes partenaires, c'est lui qui les touche, il m'a touché. Quand je vois les gens là, tu dis, tu fais indépendance, tu vas demander les vieilles machines de ton colonisateur pour venir faire défiler, pour imposer, tu impressionnes qui? Ces appareils-là serviraient juste à des chasseurs de perdrix. Ça n'impressionne personne, ça c'est pas des armes. On sait où on trouve les armes pour faire la guerre. Nous regardons bien ce qui se passe. En Ukraine, on dit, chars Abrams intouchables, on les a canardés. Chars Challenger intouchables, bigim canardés, et puis les Russes, bon, ils sont corrects, hein. Ils les ont pris, ils les ont rassemblés, ils ont appelé la population, bon, venez voir à quoi ressemble leur char invincible. Et pour terroriser, entre griffes, la planète, il y aurait des avions F-16 qui font des miracles. Il suffit qu'ils arrivent, et le petit drogué, qui a d'ailleurs actuellement, il semble qu'il a besoin d'une séance de désintoxication à Kiev. Alors, il est là, tu le vois, il marche comme ça. On dit F-16 est là, il marche comme ça. Mais maintenant, F-16 arrive, on croyait qu'au bout de 2 jours, on a pris Moscou, mais on ne prend pas Moscou, c'est le Donbass qui est en train de tomber avec Pokrovsk, et ils vont s'amuser à Kursk. Mais comment un homme, un Ukrainien normal dans sa tête, ne connaît pas l'histoire de Kursk, là où les nazis, avec plus de 6000 chars et 2 millions de combattants, ont mordu la poussière devant les Russes. Et c'est là-bas, toi, un petit PD, il fait la danse des danseuses de ventre indiennes ou arabes, et il fait comme ça. Et c'est toi qui crois que tu vas aller à Kursk et battre qui? Battre un ancien colonel du KGB. Mais quand même, soyons sérieux. Donc, pour te dire que Christopher Moussa a fait
ce que nous avons toujours souhaité. Que les Africains commencent à comprendre qu'on ne peut les respecter que si eux-mêmes s'entendent pour défendre leurs intérêts. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a conclu avec ses frères du Niger, mais sa simple présence là-bas vaut un coup de chapeau à son président, M. Tinubu, qui entre-temps, dépassé par la vieillesse et les intoxications des médias que vous connaissez, a cru qu'il faisait une très belle affaire et en suivant les moutons esclavagistes régionaux pour aller terroriser les pays du Sahel. Aujourd'hui, regarde la gifle que la France lui a donnée. On saisit un avion présidentiel du Nigeria. D'un État. D'un État. L'avion présidentiel du Nigeria, on le saisit comme s'il s'agissait de l'avion d'un trafiquant de drogue. On le saisit. Tout l'argent que ce pays-là, ces compagnies font au Nigeria, ils ont craché sur ça. Ils se disent, c'est des nègres, on peut les défier. Et on les a défiés. Christophe Moussa, mais moi, si j'ai un conseil à lui donner, mais il faut chercher les armes qu'il faut pour défendre ton pays, pour mettre tes Boko Haram payés par qui tu sais dehors. Toi et le Niger, vous êtes d'ailleurs un seul pays. C'est d'ailleurs des sénateurs du nord du Nigeria qui ont empêché au président Tinubu de s'engager dans la balade des Dalton qui, soi-disant, serait allé pour attaquer le Nigeria. Donc, vous êtes le Niger, vous êtes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Niger, nous sommes un seul peuple. Et toi, Nigeria, tu es le cœur, tu es le pivot, tu es la force réelle sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour libérer nos pays des vampires qui nous souffrent le sang depuis plus de 200-300 ans. Son Excellence allait prendre beaucoup d'énergie dans son village, à Tchao, là-bas. Il est revenu comme une arme russe. Il tire dans tous les sens. À Moscou, à Bamako, en France, partout. Alors, pour revenir à notre sujet proprement dit, en quoi est-il important, Watoede, à l'AES de développer son propre média, sa propre puissance médiatique? Aujourd'hui, d'IA aujourd'hui, vous ne pouvez pas gagner une bataille militaire sans en amont se préparer médiatiquement. Les guerres sur le terrain, aller sur le terrain, tirer, prendre les armes, tirer, ça ne suffit pas pour gagner la bataille qui nous a été imposée ou la guerre qui nous a été imposée. Il faut en amont se préparer médiatiquement parce que la guerre, celui qui paie ou qui gagne la guerre sera face au tribunal de l'opinion publique. Et face au tribunal de l'opinion publique, c'est que vous devriez être en mesure de proposer la bonne narration. Et aujourd'hui, on a laissé cette narration être contrôlée par les médias occidentaux et pas n'importe quel média occidentaux. La plupart de ces médias, c'est des médias financés d'abord mis sur pied et financés par les États, pas des États. Vous voyez aujourd'hui la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, même avec de nouveaux pays aujourd'hui. Vous voyez même la Turquie, la Chine, la Russie, tous ces pays-là ont des médias orientés vers l'Afrique, ont des médias qui proposent des narratifs propres à eux, en tout cas propres à leur agenda vers les Africains. Et donc, on a aujourd'hui l'AES qui nous propose une autre forme de voir la chose, une autre forme d'aller sur le terrain de la guerre. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas gagner cette guerre qui nous a été imposée que par les armes. Non, au-delà du côté économique, le côté militaire, le côté financier, il faut surtout le côté médiatique. Il faut que je nous rappelle quelque part. En 1996, la direction militaire du renseignement de la France avait créé un bureau qu'on appelait, je pense, le bureau d'analyse psychologique. Et ce bureau était placé directement sous le recommandement du chef d'état-major général de la France. Le chef d'état-major des armées de la France, ce bureau d'analyse psychologique était placé sous son commandement. Et quel est l'objectif? L'objectif, tout simplement, c'était de beaucoup plus
contrôler et manipuler les masses, les opinions publiques, manipuler beaucoup plus aussi les médias à travers des financements, des rédactions et même la DGSE aujourd'hui, la plupart des journalistes que nous voyons sur les médias occidentaux, RFI, c'est documenté, tout ce que nous disons c'est de la documentation, RFI, les grands médias Figaro et autres. La plupart de ces journalistes sont aussi affiliés, comment on appelle, à la DGSE. Et donc, toutes les informations qui sont publiées, toutes les informations qui sont orientées vers les Africains sont des informations très sensibles, bien contrôlées, bien, comment on appelle, écrites. Quand je dis bien, toujours dans le sens de ce qui les avantage, Et donc, tout ça est orienté à une manipulation des masses. Et aujourd'hui, quand vous faites le constat, quand vous allez dans les grands médias, que ce soit à partir des médias sociaux, Twitter, les grands médias mainstream qu'on a à la télévision, tout ce que les armées de l'AES font sont systématiquement voués aux gémonies. Quand vous voyez une armée de l'AES aller sur le terrain, gagner des batailles, pas de moins de batailles, gagner des batailles, on a toujours ces médias qui nous font croire que non, que ce ne sont pas des terroristes qui sont tués sur le front, que ce sont des civils. Et chaque fois, et quand, par exemple, ce sont par exemple les terroristes qui infligent des pertes, comment on appelle, aux armées de l'AES, les mêmes entités médiatiques reviennent à la charge pour vous dire que non, l'armée est faible, c'est parce que le commandement militaire n'est pas le commandement qu'il faut, il faut chasser. J'ai vu même Jeune Afrique, il faut le dire très clairement, j'ai vu même le média Jeune Afrique qui se dit un média panafricain. Or, en réalité, toute l'histoire, quand vous vous référez à l'histoire de Jeune Afrique, vous comprenez très bien que c'était un média qui avait un narratif purement colonial, pour ne pas dire néocolonial aujourd'hui. Et donc, vous voyez ces médias dit ouvertement que est-ce que la situation au Burkina Faso, est-ce qu'il ne faut pas changer par exemple la tête, c'est-à-dire il ne faut pas faire partie Ibrahim Traoré. Et donc c'est que on est dans des situations où nous devrions coûte que coûte contrôler le narratif, parce que si nous ne contrôlons pas le narratif et que nous laissons ces gens-là nous imposer, nous divulguer dans les grands médias tout ce qu'ils veulent contre nos armées, contre nos populations civiles, c'est que on risque de ne pas gagner la guerre, parce que comme il le dit, la guerre n'est pas que militaire. Et pour finir, pour finir très rapidement sur ce sujet, quand vous prenez par exemple les médias français dont on parle, pas que français, occidentaux en général, quand il y a une guerre en Afrique, pour eux, ça n'a jamais été des guerres venant des faits politiques, c'est-à-dire ce ne sont pas des processus politiques qui ont amené des guerres en Afrique, c'est toujours des narratifs tendant à rappeler aux Africains, à rappeler au monde que ce sont des conflits ethniques, que ce sont des conflits issus de guerres ethniques, de guerres religieuses. Vous prenez Emmanuel Macron, quand ils ont fait chuter légitimement, disons-le très clairement, légitimement Mohamed Bazoum, même le président de la République française qui vient à la télévision dit que en réalité que c'est pas une histoire politique, que ce n'est pas en réalité une guerre politique, que c'est parce que Bazoum est issu d'une ethnie minoritaire. Et donc tous ces gens-là veulent, en tout cas, ils nous ont tout le temps infantilisés, ramener les questions ethniques, les questions religieuses, qui n'ont jamais en réalité fait, fait des guerres en Afrique. Non, c'est des guerres qui viennent du processus politique. Et un dirigeant, le premier des Français, vient à la télévision, dit à la face du monde que la chute de Mohamed Bazoum de façon légitime était en réalité une question ethnique, que c'était parce qu'il était issu d'une ethnie minoritaire. Pour tout simplement nous dire, nous sommes à une étape où nous devrons contrôler nos médias. Et pas que. Quand vous prenez le cas, je reviens souvent donner ce cas, le cas du Bénin par exemple, quand bien même ce n'est pas dans une dynamique de souveraineté dans cet État, dans ce pays, dans le pays dont je suis issu, il y a même des codes qui sont votés, des codes juste pour censurer l'information, juste pour censurer, pas que l'information donnée par les médias, non, mais l'information au niveau des médias sociaux. L'information au niveau des médias sociaux au Bénin, ce n'est plus comme c'était avant où les gens viennent dire tout ce qu'ils veulent dire, ou les gens viennent dire tout au moins certaines réalités. Non. Quand vous dites certaines choses aujourd'hui, c'est que
vous pouvez à tout moment vous retrouver à la justice. Et donc, moi je dis, dans le cas de l'AES, il faut qu'on arrive à des cas comme ça. Aujourd'hui, on a cette dynamique de l'AES qui nous conduit vers la souveraineté de nos États, vers l'autodétermination, vers la dignité qu'on a perdue. Donc, il faut aller vers la souveraineté médiatique également. Et donc, il faut qu'on fasse tout possible, encore davantage les temps venus, pour, moi je le dis très clairement, je ne parle pas de la censure en réalité, mais pour empêcher quelque part ces médias occidentaux d'avoir encore un espace libre, un espace aussi facile pour injecter ce qu'ils ont injecté dans nos populations. Il faut qu'on réussisse à avoir ce média de l'AES pour mieux gagner cette bataille-là. Excellence, de toutes les façons, les Africains pendant longtemps, ils ont bu de ces médias occidentaux à satiété. Il faut peut-être avant de développer de nouveaux médias, des cures de désintoxication. Et tu demandes pourquoi l'AES veut créer ces armes communicationnelles. J'ai dit ici, je l'ai même répété, que le ministre de la propagande de Hitler, Adolf Hitler, a dit, il s'appelle Joseph Goebbels, il a dit, sans le haut-parleur, nous n'aurions pas conquis l'Allemagne. Parce que le haut-parleur, en ce temps, c'était une découverte, une nouveauté. Si Hitler pouvait rassembler plus de 300, 400 000 personnes dans un stade à Nuremberg, c'est là-bas que se tenaient les grandes messes du parti nazi, et leur parler, mais sans le haut-parleur, ce n'est pas possible. Il ne peut pas s'adresser à tout ce monde. Donc, les gens vont se dire, mais pourquoi Haïti toujours Hitler et Goebbels, il est devenu nazi. Oui, le nazisme est très à la mode. En Occident, aujourd'hui, ceux qui se plaignaient du nazisme sont tous devenus des nazis. Et ils sont en train de tuer jusqu'au dernier Ukrainien en Ukraine pour protéger les nazis. Ils sont des nazis. Et on est surpris de voir que dans ces pays démocratiques, que les gérants, les dirigeants de ces choses sont, dans la plupart du temps, des descendants de nazis. Alors on ne fait pas attention, on se demande, mais pourquoi on va protéger Azov et Kraken et machin contre le peuple ukrainien qui ne demande pas la guerre? Mais parce que c'est des nazis qui sont au pouvoir dans ces pays. Et ils veulent la revanche que Hitler n'a pas pu prendre. Donc, bon, une parenthèse d'excellence. Oui. Vous parlez souvent de nazi, mais c'est quoi le nazisme? À la base, c'est un parti politique. En quoi est-il le nazisme, parti politique, oui. Mais le nazisme est une idéologie d'exclusion. Une idéologie raciste. Pourquoi on a tué les Juifs? Pourquoi Hitler a tué des Juifs? On parle de 6 millions de Juifs. Ce n'est pas seulement parti politique. Si c'est parti politique, là on dirait, bon, si tu ne viens pas dans mon parti, je te tue. Mais il y a des Juifs qui seraient prêts même à travailler avec les nazis, mais on les a tués, déportés, fumés dans les chambres à gaz, brûlés. Et en France, tu as entendu parler du Veldiv, c'est-à-dire que des vélodromes divers où des enfants nazis, tout juifs étaient. Mais les Français sont allés les prendre pour donner aux nazis. Oui, mais c'est quoi l'objectif? Le nazisme. Pourquoi faire disparaître tout? Oui, le nazisme prône la purification raciale. La suprématie de la race aryenne. De la race aryenne. Or, ce qui est pitoyable, misérable, l'aryenne n'est pas allemand. Les Aryens ne sont pas allemands, ils sont venus d'Asie, comment on appelle ça, les Iraniens, tout par de là, les fameux Aryens, cheveux blancs, yeux bleus. Je vous ai dit ici la dernière fois comment un docteur criminel qui s'appelle Joseph Mengele a fait des expériences pour tuer jusqu'à 15 000 prisonniers, dont des Juifs, parce qu'il voulait, après la guerre, comment faire pour que les survivants qui n'auront pas massacrés aient des yeux bleus et des cheveux blancs comme la race aryenne. Et c'est ce Joseph Mengele qu'on a envoyé en Amérique latine après la guerre pour concocter des poisons et tuer les autochtones dans les forêts amazoniennes
pour permettre aux gens de s'installer. Donc, si le nazisme n'est pas seulement un parti politique, c'est une idéologie dangereuse, pernicieuse, que tous les peuples du monde devaient rejeter, et nous sommes scandalisés de voir qu'aujourd'hui en Europe, l'Europe qui a été la première victime du nazisme, que les nazis reprennent le pouvoir en Europe et soutiennent les nazis en Ukraine pour embêter Poutine juste parce qu'il est contre le nazisme. Maintenant, la morale de votre développement, c'est de dire que si les nazis ont pu s'implanter, c'est à la faveur de l'implantation de médias solides, et que voilà. Si l'AES veut s'épanouir aujourd'hui, leur si l'AES veut avoir une voix, il lui faut des médias, c'est pas les médias. Parce que nous parlons ici tous les jours par rapport à l'AES. Mais il nous faut des médias crédibles de l'AES sur lesquels nous prendrons des informations crédibles à la source dont nous pouvons parler sans crainte d'être contredits par les faits. Mais ça ne fait rien dans d'autres pays. Mais les médias, ils mentent à longue. Tout le monde sait qu'ils mentent. Les journalistes même qui mentent savent qu'ils mentent. Tous les jours, on te dit l'Ukraine a gagné la guerre. Ils savent qu'ils mentent. Ils n'ont jamais de source. Et puis les seules sources crédibles qu'ils ont, c'est les terroristes. C'est de citer les terroristes au Burkina. Les terroristes ont dit que quand un média se donne comme source de référence des terroristes qui tuent des centaines de milliers d'innocents, c'est un média criminel, et qu'à la fin de la guerre, on devait créer un autre Nuremberg où on jugerait d'abord ces médias-là avant de passer aux vrais criminels de guerre. Voilà. Donc, l'AES a intérêt à avoir ces médias à communiquer. Je viens d'apprendre, tu vois jusqu'où on pousse le crime. Et les gens essayent de faire avaler le fait que on tue les Touaregs et les Arabes du Nord, c'est du racisme. Donc les pays arabes doivent réagir pour protéger leur... C'est-à-dire qu'on veut mettre tous les pays arabes contre le Mali. Le Niger. Mais depuis que ces Arabes étaient là-bas et ces Touaregs, est-ce qu'il y a un problème? C'est vous qui leur avez dit, aidez-nous à tuer Kadhafi, on va vous donner un État. Les Touaregs ne cherchaient aucun État. Les Arabes du Nord ne cherchaient aucun État. Mais vous leur avez dit, vous avez la peau blanche, nous on peut travailler d'égal à égal avec nous, mais qu'on nous demande de traiter d'égal à égal avec des nègres. Donc si vous voulez qu'on travaille ensemble, séparez-vous des nègres, on les laisse là-bas dans leur galère. La seule chose qu'on veut chez eux, c'est leur or, leur diamant, leur pétrole, leur uranium. C'est tout. Nous on n'a rien à voir avec les nègres. Voilà ce qu'on a dit aux Touaregs et aux Arabes du Nord, de ces pays du Sahel, et ça crée des problèmes. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a plein de Touaregs, il y a plein d'Arabes qui vivent dans les États républicains du Mali, du Niger, du Burkina. Mais comment Bazoum est arrivé au pouvoir? Si c'était du racisme et qu'on ne veut pas des Arabes, comment Bazoum aurait-il pu être président? C'est parce qu'on l'a renversé aujourd'hui, on dit il est arabe. Mais quand il était président, pourquoi on n'a pas loué, applaudi que ces nègres acceptent de mettre un arabe président? Parce que Bazoum se savait intégré, il se sentait nigérien. C'est pourquoi il a déposé candidature pour être président, et il a été élu par des Nigériens qui n'étaient pas tous ni arabes ni touaregs. Donc si l'AES n'a pas un média pour démonter pièce par pièce ces mensonges honteux, les gens qui veulent se prévaloir de leur propre turpitude, mais un jour ils auront tort alors qu'ils ont raison, parce que tu te rappelles la Grande Royale, la sœur du roi des Dialobé, c'est le livre de choses, elle disait mais qu'il faut aller à l'école pour apprendre à gagner sans avoir raison. Depuis plus de 500 ans, des gens nous gagnent sans avoir raison. Absolument. Parce qu'ils ont un narratif avec lequel ils nous endorment. Et aujourd'hui, c'est encore triste, c'est misérable, c'est à pleurer de voir que dans un pays, sur une très bonne voie comme le Burkina Faso, qu'il y ait des gens qui portent l'uniforme militaire du pays, l'uniforme payé par le sang et la sueur des Burkinabés, ils portent ça et ils complotent pour qu'on tue beaucoup de Burkinabés, pour que les Burkinabés se nervent et se dressent contre Ibrahim Traoré. Personne au Burkina ne se lèvera contre Ibrahim Traoré. Mais justement, il faut qu'ils communiquent, que les gens comprennent les enjeux. Tous ces petits colonels qui ont ramassé leur grade à la va-vite
parce que le cousin était machin, le neveu était machin, et qui aujourd'hui trahissent pour de l'argent. Tu demandes contre ta population. Pour de l'argent. Maintenant, s'il tue Traoré, j'anticipe, s'il tue Traoré, celui qui tue Traoré à Ouaga, le matin, il ne verra pas le coucher du soleil. Et je vous ai déjà dit ici que Traoré a assez de missiles de longue portée pour attaquer le nid des comploteurs dans les pays où ils se trouvent. La dernière fois, il y a un général à la retraite malien qui a dit quelque chose. J'ai regardé, j'ai secoué la tête. J'ai dit, les gens commencent à comprendre les enjeux. Alors, mais je vois venir à l'horizon des difficultés pour ces médias annoncés dans l'AES. Il s'agit essentiellement de médias d'une plateforme numérique, digitale. Alors, ces médias vont forcément s'appuyer sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, etc. Alors qu'à la source, l'Internet, le web est contrôlé justement par ceux qui pilotent les médias impérialistes. Est-ce que ça ne sera pas un problème pour cette plateforme digitale Watawele ou Ibo? Donc je pense que ça posera ce problème. Je vous donne par exemple un exemple. Vous allez actuellement sur Twitter. Vous tapez, je pense, l'un des grands médias russes, je pense c'est RT. Vous tapez Russia Today. Russia Today, vous tapez RT, mais vous n'allez voir rien affiché. Ils ont comme on le dit dans le jargon, ils ont shadowbanné le compte. Et quand on publie sur ce compte, par exemple, vous n'aurez les utilisateurs de INS ne vont jamais voir les tweets qui sont faits sur ce média-là. Et donc même sur satellite, Russia Today a été banni en Europe. En Europe. Une chose est sûre, ils vont pas réussir à bannir ce média de l'AES sur le bouquet. En tout cas, les bouquets des Africains, ils ne vont pas réussir à les bannir. Les bouquets africains sont portés par des satellites qui appartiennent encore à ces gens-là. En fait, c'est ça l'un des grands problèmes, comme on appelle, que pourrait avoir ce média qui est naissant. Moi, je pense qu'il faut continuer quand même, qu'il faut déjà démarrer quelque chose, il faut commencer par communiquer. Les gens qui sont sur TikTok, qui communiquent très bien pour le compte, j'allais dire, de la souveraineté, pour le compte de l'agenda politique ou des agendas politiques de l'AES n'ont pas souvent été autant censurés. C'est vrai que vous lancez par exemple parfois des lives, TikTok vous dit, TikTok peut vous couper ou Facebook peut vous couper. J'ai vu un live la dernière fois à la suite des événements de Bassargo, le lieutenant-colonel qui était en train de comploter contre son État. Il y avait un activiste qui avait les éléments audio et qui les divulguait quand Facebook était venu tout simplement le couper, par exemple. Et donc, ce sont les blocages que peut rencontrer tout média africain qui connaît un accroissement en termes d'audience, qui connaît franchement une certaine virilité dans ces médias sociaux. Ce sont les grands blocages. Mais moi, je pense qu'est-ce qui empêche jusque-là le développement en Afrique des médias sociaux à la taille de Facebook, de TikTok pour les Chinois? Je pense que beaucoup plus, c'est parce que les États africains, je ne parle pas des individus, des privés, parce qu'il y a tout le temps des privés, des individus qui ont essayé de mettre en place certaines choses en termes de médias sociaux, en termes de dispositifs satellitaires. Mais les États africains ne se sont jamais ensemble donné les moyens de cette politique-là. Il faut aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'AES, 3 États au moins qui ont une vaste superficie en millions de kilomètres carrés, qui ont des ingénieurs. On a vu la dernière fois un ingénieur malien qui avait repris, je pense, les données biométriques qui étaient concentrées dans les mains des Français. Donc, il faut que les 3 États ensemble puissent se donner les moyens financiers nécessaires, leur permettant de réunir autour d'une table des ingénieurs, des informaticiens, de grosses têtes qui sont aujourd'hui en Occident, parce que peut-être ils n'ont pas le cadre favorable leur permettant de mettre, comme on appelle, au profit des États leur expertise. Il faut que les États aujourd'hui de l'Est puissent mettre sur la table de gros moyens financiers, de gros moyens qui permettent à ces gens-là de s'asseoir pour définir comment on pourrait avoir de ces satellites qui nous permettront les temps à venir de ne pas être victime de la censure, de ne pas être dépendant par exemple d'Elon Musk et tout ce qui s'ensuit. Mais nous n'allons quand même pas raisonner comme si tout l'Occident était contre nous.
il y a des gens en Occident qui sont prêts à se battre pour que les Africains prennent leur indépendance. Il y a des gens en France, il faut suivre leur débat, qui dénoncent matin, midi, soir les abus de la monnaie nazie qu'on nous a imposée. Des Français, des spécialistes en parlent, ils dénoncent. Donc ne croyez pas qu'en France, tout le monde est content qu'on ait autant d'esclaves en Afrique noire encore de nos jours. Il y a des gens en Afrique qui sont plus dangereux contre leurs frères africains que ne le sont les Européens ou les Français. Quand on dit les Français, mais on sait qui. C'est des gens dont même les vrais Français en ont marre. Ils en ont marre. Il faut suivre l'actualité. Hein? Si c'est en Afrique, bon, on fait des élections, il n'y a pas de premier ministre, il n'y a rien. Mais si c'est en Afrique, tu aurais entendu les gorges chaudes de leurs médias, d'honneur éternel, de leçons de démocratie, de droits de l'homme aux pauvres nègres. Mais chez eux, ça se passe. Donc, tout l'Occident n'est pas chose debout, vent debout contre les pays de l'AES. Et je suis sûr qu'il y aura des gens en Occident ou ailleurs dans d'autres pays. La technologie aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas, ou heureusement, elle n'est pas exclusivement occidentale. C'est là-bas que les Européens se trompent. Ils surestiment leur technologie. C'est pourquoi dans la guerre avec la Russie, ils ont cru qu'il suffisait leur de faire péter 2 ou 3 pétards dans les oreilles des Russes. Ils vont fuir et ils se rendent compte que les pétards russes sont de loin plus puissants, plus précis. Donc, la technologie n'est plus le monopole de l'Occident que nous connaissons. Elle est partout. Un pays comme je laisse de la côté de la Russie, hein, parce que chaque fois on dit que je suis le porte-parole des Russes. J'ai toujours dit je ne connais pas la Russie, mais on parle du bon sens, parce que quand tu dis que tu as marre de la domination, de l'humiliation, qu'on te piétine, qu'on te vole, qu'on te pille, qu'on t'appauvrisse, et on te dit non, que c'est les Russes qui t'ont dit de dire ça. Ça veut dire que celui qui répond comme ça là, il était sûr qu'il peut tout faire de toi comme un chiffon. Tu ne devais pas réagir, parce que si tu réagis, c'est les Russes. Donc, les États de l'AES ont 1001 moyens de diffuser leurs médias. Bon, vous avez vu ce qu'on a fait aux pauvres du ROF, parce que Telegram, il ne veut pas donner. Le gars là a refusé de donner les secrets de Telegram à Poutine. Poutine ne l'a pas mis en prison. Ben, il a eu des démêlés avec Poutine. Oui, mais il ne l'a pas mis en prison. Poutine ne l'a pas mis en prison. Et pourtant, Poutine, la Russie, c'est la dictature, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas gna 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 gna. Et il va maintenant être tombé dans la grosse marmite de la liberté. Et bigim, la mano ferme sur lui. Donc, vous voyez, il faut, je le dis, et je le dis à nos médias en Afrique, qu'aucun média n'est indépendant s'il ne travaille pas pour l'évolution de son pays. Vous ne pouvez pas travailler à arriérer votre pays et vous vous qualifiez média indépendant. Non, là vous n'êtes pas indépendant, mais vous êtes dépendant des causes et des intérêts extérieurs qui veulent continuer à crétiniser les Noirs. Alors, pour clôturer cette première partie, je voudrais qu'on analyse les conditions de réussite de cette plateforme digitale de l'AES en mettant en perspective, comment on dit, ce qui est arrivé aux médias publics qui n'ont pas pignon sur rue. Comment faire de telle sorte que ces médias de l'AES ne tombent pas dans les mêmes travers? Wato et Onibo. Pour revenir, avant de répondre à cette question, je voulais revenir rapidement sur la question précédente qui était beaucoup plus sur des blocages ou des problèmes que pourrait rencontrer le média de l'AES à venir. Au fait, le problème que vous souleviez était beaucoup plus au niveau des satellites, au niveau du dispositif satellitaire. Au niveau des satellites, au niveau des serveurs. Oui, au niveau des serveurs, pas au niveau que des médias sociaux, des comptes, j'allais dire beaucoup plus des comptes. Et moi, je pense que c'est une bonne question, parce que c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Quand vous prenez Russia Today, par exemple, aujourd'hui, c'est un média russe. Mais aujourd'hui, nous autres aussi, ici, nous ne pouvons pas avoir accès à Russia Today sur Twitter, parce que à la base, Twitter n'est pas russe. Et donc, moi, je voudrais espérer que ce nouveau média, les gens qui coordonnent les choses à ce niveau, puissent être dans la prospective, en train de penser à comment ça va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Commencer en même temps par prévoir des possibilités d'avoir des satellites qui puissent
empêcher les gens qui voudraient bloquer, comme Rousset dit, qui voudraient bloquer l'ascension, qui voudraient bloquer la viralité de ce média dans les médias sociaux, que les gens puissent penser à comment avoir ces satellites les temps venus. Et donc, pour revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure, l'histoire de la chute des médias, des grands médias, si on peut le dire, des médias publics africains, quelque part, on connaît à peu près quelques causes, qui est beaucoup plus on parle souvent de la bureaucratisation, on parle souvent du manque de financement, ou on parle souvent de certaines orientations en termes de comment vous l'appelez, en termes de chat médiatique qui sont donnés. Si déjà en amont on sait que ce média qui est créé, ce n'est pas pour faire de la propagande politicienne, qui est que un politicien a donné 2 cahiers dans un village, il faut longuement communiquer, il faut dire aux populations tel politicien. En fait, c'est ce qui se passe dans nos médias publics en réalité africains. C'est pas comme les médias occidentaux publics. Non, les médias occidentaux publics, ça il faut le reconnaître, c'est pas des médias qui font de telles propagandes. Non, ils font des propagandes profitant à l'État central. Ce n'est pas des petites histoires de politiciens qui allaient donner 2 cahiers ici, 3 cahiers ici. Et donc, il faut tout simplement qu'on donne la possibilité à ce média, en réalité, toutes les garanties, si je peux le dire, financières, et si possible même, parce que tout est quelque part lié au financement de ce média. Moi, je pense que tout sera lié à l'indépendance éditoriale aussi. L'indépendance éditoriale viendra parce que c'est des médias publics. Ça sera un média public, et donc les fonds seront beaucoup plus publics. Et si les fonds sont publics et que on donne une certaine indépendance aux journalistes, parce qu'ils auront les sources seront disponibles. Le débat est vaste, on va revenir là-dessus, et puis je réserve la réponse de son excellence. Je garde le suspense pour la deuxième partie, comme ça on va obtenir les téléspectateurs. Parce que là, nous sommes obligés de marquer une pause pour des impératifs commerciaux. À tout de suite.